Bienvenue dans cette deuxième édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24, consacrée aux enjeux de diversification économique du Cameroun. En cette période électorale où les citoyens sont appelés à élire le leader pour le prochain septennat, entre dépendance des hydrocarbures et de quelques matières premières agricoles, l'économie nationale camerounaise doit faire face aux défis de la transformation locale, de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture. Quels choix de politique publique permettront d'assurer un modèle de développement plus diversifié et durable? C'est la question au cœur de cette édition de l'Africa Newsroom. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau René Martin-Tonnier, économiste et mathématicien. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci. Nous avons également l'honneur de recevoir pour cette émission le professeur Désiré Avom, enseignant d'économie et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé 2. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24, professeur. Oui, je les remercie pour l'honneur que vous me faites d'être invité pour la première fois dans votre chaîne. Bonjour, professeur, je commence par vous. Quand on parle de diversification économique et en ce qui concerne particulièrement la réalité camerounaise, à quoi fait-on allusion? Merci pour cette question. La diversification, en fait, c'est une stratégie qui vise à élargir les activités, élargir les produits et élargir les marchés. L'objectif de la diversification, en réalité, c'est de permettre à ce que l'économie puisse résister au choc lié à la dépendance. Parce que quand vous êtes dépendant d'un produit, d'un marché ou d'un partenaire, si ce partenaire est en difficulté ou ce produit est en difficulté, et automatiquement votre économie est en pâtit. Donc, c'est une stratégie qui consiste dans élargir ça. Vous avez vu, il y a 3 dimensions à la diversification. Il y a la dimension qu'on pourrait qualifier, n'est-ce pas, de horizontale, qui consiste à mettre en valeur toutes les ressources naturelles. C'est-à-dire, vous avez le pétrole, vous avez le gaz, vous avez les minéraux, vous les mettez, n'est-ce pas, en exploitation, et vous vous limitez seulement à exploiter et à vendre. C'est-à-dire, vous avez diversifié, vous avez fait une diversification qu'on appelle horizontale. Ensuite, vous avez la diversification verticale, qui est assimilée à ce qu'on appelle la transformation structurelle, parce que c'est cette diversification qui va permettre à ce que on cherche, n'est-ce pas, à quoi la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on se positionne par rapport aux chaînes de valeur nationales, sous-régionales, internationales, et puis on se dit à quel niveau nous pouvons nous positionner pour mieux capter, n'est-ce pas, la valeur. Donc, il y a un effort de transformation qui est fait et qui va accompagner, n'est-ce pas, le processus d'industrialisation. Et puis, enfin, nous avons ce qu'on appelle la diversification géographique. Parce qu'il ne faut pas avoir une exclusivité, un partenaire exclusif ou une zone qui soit votre zone d'exportation, d'importation. Et donc, voilà les 3 dimensions, n'est-ce pas, la diversification. Et je crois, lorsque j'observe le Cameroun, qu'on a embarqué dans les 3 dimensions. On va y revenir. Je vous propose, avant de rentrer vraiment dans le vif du débat, de suivre ensemble cet élément et on revient sur le plateau juste après. Les prévisions annoncent une exploitation de 2 millions de tonnes par an pendant 20 ans du principal gisement de bauxite du Cameroun, situé dans les localités de Minim et de Marta, dans la région de l'Adamawa, évalué à près de 1 milliard de tonnes, recèle une bauxite de haute qualité avec 51% d'alumine et seulement 2% de silice. Soutenu par un investissement initial de 2 milliards de dollars américains, à terme, la transformation de la partie moins riche portera l'investissement global à 6,2 milliards de dollars américains avec une capacité de production de 13 millions de tonnes d'alumine par an. Le projet d'exploitation industrielle de la bauxite de Minimata se présente ainsi comme un véritable levier pour l'accélération de l'industrialisation au Cameroun. Il s'agit d'un axe essentiel de notre politique de diversification économique qui vise à mettre fin à notre dépendance aux matières premières non transformées et à bâtir une industrie locale forte, créatrice de valeur ajoutée et de richesse.
avec la pose de la première pierre effectuée par le Premier ministre Joseph Dion Ngotay le 24 septembre 2025 à Martap. L'exploitation du gisement promet des retombées économiques substantielles pour le pays, incluant 12% du chiffre d'affaires, des impôts, des dividendes, ainsi que le financement d'infrastructures modernes telles que des routes, des voies ferrées et des installations portuaires. L'exploitation industrielle de la bauxite de Mini-Matap vient s'inscrire dans une démarche globale du chef de l'État qui entend œuvrer à l'amélioration continue du niveau de vie de ses compatriotes. Les retombées pour les populations locales, la réalisation de projets sociaux structurants, un hôpital de référence et une école moderne à Martap, un marché moderne à Minim et le développement communautaire. Camalco s'engage à lancer des projets de développement social dans les domaines de l'éducation sanitaire, de l'autonomisation culturelle et des activités génératrices de revenus, afin que ce projet serve véritablement la communauté. Côté emploi, le chantier annonce 5 000 emplois directs et près de 20 000 emplois indirects, en lien notamment avec l'école de géologie et d'exploitation minière de l'université de Ngaoundéré. La première expédition de bauxite est attendue dès 2026. Au-delà de la Damawa, ce projet stratégique positionne le Cameroun comme un futur acteur majeur de la chaîne mondiale de valeur bauxite, aluminium, conformément à la stratégie nationale de développement 2020-2030. René Martin-Tonnier, quand on observe la structure des exportations du Cameroun, les hydrocarbures représentent encore plus de la moitié des recettes d'exportation. Quelles stratégies concrètes peuvent être mises en œuvre pour réduire cette dépendance et aller pleinement dans cette diversification économique dont on parle? Merci de me passer la parole, Monsieur Chema. Tout d'abord, je tiens à féliciter votre chaîne de télévision pour le choix de ce thème pour cette émission. Dans la mesure où cette émission, c'est-à-dire que ce thème revêt une dimension importante pour l'élection présidentielle du Cameroun. L'élection présidentielle du Cameroun de 2025 a un double enjeu majeur. Un enjeu à la fois économique et un enjeu sécuritaire. Pour revenir à votre question, en ce qui concerne l'économie, je vais d'abord partir sur le thème global de votre mission, impact et diversification de l'économie. L'économie du Cameroun, à première échelle, est une économie diversifiée. Dans la mesure où c'est même cette diversification qui permet à l'économie du Cameroun de résister, d'être une économie résiliente, malgré son secteur informel sans cesse croissant et, comment vous appelez ça, son économie extravertie. Mais à seconde échelle, nous ne saurions parler d'une économie diversifiée dans la mesure où nous avons besoin de modifier et de diversifier la structure de l'appareil de production du Cameroun pour débloquer l'offre et diversifier alors cette offre-là, afin de parvenir à ce que vous entendez dire là dehors, l'import-substitution. Sauf que l'économie est une science et non un récit d'incantation, incantatoire de vœux et de souhaits du genre nous allons atteindre l'émergence en 2035, nous ferons l'année prochaine 600, 800 000 km de routes bitumées, nous allons passer à l'import-substitution. Vous conviendrez avec moi que pour parvenir à une telle économie, il y a des préalables permettez, je veux vous dire, des préalables qui précèdent et qui conditionnent l'avènement d'une telle économie. Et parlant des préalables, pour que vous voulez que j'en parle, le tout premier préalable, pour l'élection présidentielle qui vient, parce qu'une élection présidentielle donne la possibilité à un chef d'État nouvellement élu, justement de bâtir avec sa nouvelle équipe ses préalables. Le premier préalable, c'est la réorganisation de l'architecture gouvernementale du Cameroun. Tant que vous avez cette architecture-là, à mon sens, ce ne peut être ni efficace ni cohérent. Je vous prends deux exemples. Par exemple, il est anormal de dissocier
Quand vous dites que vous voulez devenir émergent, vous avez l'intention de débloquer l'offre. Parce que c'est ça le problème des pays africains, l'offre est bloquée. C'est-à-dire ce que vous entendez quand ils le disent en d'autres termes, l'import-substitution. En fait, parce que l'offre est bloquée. Vous n'avez pas d'import-substitution si vous n'avez pas débloqué l'offre. Donc, la production. Donc, en réalité, le premier, vous m'avez demandé quels sont les préalables? Les préalables. Le premier préalable, je dis, c'est la réorganisation de l'architecture gouvernementale. Deuxième préalable. Oui, mais il faut que j'entre dans les détails dans l'architecture gouvernementale. Vous ne pouvez pas dissocier le ministère de l'économie et de l'industrie. Vous pouvez encore dissocier ce ministère, le ministère de l'économie et de l'industrie, aux finances pour les raisons d'ordre politique, en maîtrisant les finances pour un chef d'État. Mais le ministère de l'économie et de l'industrie, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez non plus dissocier le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tous les économistes vous diront qu'il faudrait améliorer, c'est le second préalable, les facteurs de production. Bien qu'en Afrique, en réalité, moi, ça me gêne quand on le dit. En fait, vous ne pouvez pas améliorer les facteurs de production en Afrique. Il faut d'abord modifier les modèles économiques qui vous permettront d'améliorer les facteurs de production. Et vous allez donc voir le lien donc, entre la réorientation gouvernementale, parce que tous les économistes vous diront dans les facteurs de production que vous avez le capital physique pour les Africains, donc le stock d'équipement, le stock d'infrastructures qu'il faudrait améliorer, et puis vous avez le capital humain, ce que j'appelle le capital humain orienté. Donc, or, la pensée se fait où? C'est au ministère de l'économie et de l'industrie qui projette un type d'économie à venir et qui donne l'information au ministre de la Recherche et de l'enseignement supérieur afin que celui-ci, donc, imagine avec son équipe, n'est-ce pas, des profils de formation en fonction de l'économie que projette le ministère de l'économie. Donc, une économie donc, diversifiée. Professeur Désiré Avom, le Cameroun s'est doté d'une stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Dans le cadre de cette stratégie, le Cameroun voudrait arriver à une transformation structurelle de son économie. Vous avez employé le terme, mais pour y arriver, le Cameroun vise une croissance économique moyenne annuelle de 8%. Mais nous sommes loin de cet objectif. La croissance du PIB au Cameroun a été évaluée par la Banque mondiale à 3,5%. En 2024, quels sont les freins qui minent ces ambitions de croissance du Cameroun malgré le potentiel? Nous sommes déjà en 2025, 2030, c'est dans 5 ans. Merci beaucoup. Merci. Il y a beaucoup de contraintes. Hein. La croissance, elle est projetée. Elle s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. Il y a des hypothèses qui sont associées à l'évolution de l'économie internationale dont nous dépendons. Même si nous devenons une économie diversifiée, nous allons aller à la conquête des marchés internationaux et dont nous allons régulièrement subir, n'est-ce pas, les variations de ces différents marchés en fonction, par exemple, des chocs technologiques qui peuvent intervenir, qui nécessitent une remise en cause permanente. Donc, il y a effectivement ce contexte international qui est assez contraignant. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un contexte interne aussi qui a été contraignant. Lorsqu'on a élaboré ce projet de développement, on n'avait pas certainement anticipé la crise que nous connaissons dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. On n'a pas anticipé sans doute que Boko Haram ferait des ravages à l'extrême nord. Donc tous ces éléments-là sont venus perturber en fait la trajectoire de croissance qui avait été projetée dans la SND 30 et qui fait que le Cameroun se trouve en deçà de ces prévisions. Donc, mais comme a dit M. Ntonier, c'est une économie résiliente. Il ne faut pas, au-delà, quand on aspire tous à voir le Cameroun émerger, à voir le Cameroun se développer, mais il faut aussi tenir compte de ces réalités dans lesquelles, n'est-ce pas, l'économie, en fait, dans les réalités du Cameroun, et se dit que lorsqu'on regarde, en fait, le cadre macroéconomique du Cameroun, malgré ce contexte-là, on a quand même 3% de croissance. On aurait pu avoir une situation plus dégradée que celle-là. On a une inflation qui a engagé une dynamique de baisse. On a un déficit public qui est contrôlé. La question de la dette est fait l'objet de beaucoup de discussions. Est-ce qu'on est en stock ou on est en flux? Les gens n'arrivent toujours pas à distinguer. Vous ne pouvez pas
interdire, par exemple, à un ministre du gouvernement de dire que nous avons la capacité d'endettement, étant entendu que la norme communautaire de 70% n'est pas encore atteinte, c'est une réalité. La réalité, c'est que malgré les difficultés que le Cameroun rencontre, c'est que son économie tient un bon bout. C'est vrai, il y a des problèmes liés, par exemple, au chômage des jeunes qui font l'objet d'une préoccupation, du moins, lorsqu'on perçoit le discours officiel, on sait que ça fait partie des préoccupations, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc, le Cameroun a engagé un certain nombre de réformes, a engagé un certain nombre de projets. Nous venons de voir ce reportage qui montre quand même qu'il y a une volonté, malgré tout, de pouvoir diversifier notre économie. Parce que je vous ai bien dit dans mon propos qu'il y a plusieurs types de diversification. Diversification des produits, c'est-à-dire qu'on va exploiter la bauxite, on va exploiter le manganèse, on va exploiter le gaz, on va exploiter notre bois, etc. Donc on est vraiment dans une diversification horizontale. Mais nous devons partir de là pour engager le processus de transformation. C'est-à-dire que quand vous regardez une chaîne de valeur du bauxite, par exemple, pour être au sommet de la chaîne de valeur du bauxite, il y a des préalables que nous n'avons pas. Il y a la technologie, il y a le capital humain. Donc, nous ne devons pas aussi nous limiter en aval de la chaîne de valeur où la valeur ajoutée n'est pas importante. Il faut faire des efforts pour monter en gamme, ne serait-ce que pour satisfaire le marché local. On prend par exemple le secteur du bois. On dit le bois. Vous pensez que nous ne consommerons pas notre bois si nous le transformons ici? On a des besoins. Je prends seulement les écoles primaires de toute la République. Si on devait s'engager à transformer ce bois pour construire des bancs, je crois que ça permettrait en fait à ce secteur, n'est-ce pas, de se développer. Donc, le Cameroun a bien fait. Ça, c'est une bonne chose parce que, souvenez-vous, nous sortons des programmes d'ajustement structurel où nous n'avons plus la maîtrise de notre économie. Et donc, le chef de l'État a donné des instructions qui est quand même un cadre. Il est perfectible. On peut le critiquer. Si on ne le critique pas, ça veut dire qu'il y a un problème parce que il s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. Il s'appuie sur un certain nombre d'éléments liés à l'environnement. Dès lors que ces hypothèses sont modifiées, dès lors que cet environnement est modifié, automatiquement, on peut se retrouver dans la situation qui était la nôtre. On pouvait être même au-dessus de 10, bien qu'ayant prévu, par exemple, 8%, on pouvait avoir des facteurs qui nous poussaient plus à dépasser, n'est-ce pas, la prévision. Ça a été une prévision. Malheureusement, nous n'arrivons pas à l'atteindre. Il y a beaucoup de facteurs, il y a des questions de corruption, la gouvernance, etc., qui sont, de mon point de vue, une préoccupation et qui font l'objet aussi de mesures pour essayer de limiter l'impact dans notre économie. René Martin-Tonnier, en dehors des facteurs qu'il a cités, s'il n'y avait pas de crise au Cameroun, est-ce qu'on y serait arrivé? Il a également évoqué les questions de corruption, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous voyez qui empêchent le Cameroun de réaliser ses ambitions de croissance? Exact. En fait, le modèle économique. Je le répète et je le répéterai toujours. Tant que nous continuerons à implémenter des modèles que nous importons et venir faire du copier-coller au Cameroun, jamais. Je vous prends un premier exemple. Le professeur parlait de la dette tout à l'heure, où il pensait que qu'est-ce qui pourrait empêcher un ministre de dire bon, mais on peut encore s'endetter, hein, parce que nous ne sommes que à 43% du PIB. Mais en réalité, c'est une grosse erreur d'analyser les économies africaines sous cet angle, c'est-à-dire les économies à revenus intermédiaires, des pays qui ont des problèmes de balance de paiement. Parce que qu'est-ce que la CEMAC a fait? Nous, on a fait du copier-coller avec les critères de convergence de la CEMAC. Mais la CEMAC elle-même a fait du copier-coller avec les critères de la Commission européenne, ce qui était une grosse erreur. Parce que ces pays-là n'ont pas de problème de balance de paiement. Je vois qu'il n'y a que la Grèce qui a eu des problèmes de balance de paiement à l'Europe suite à l'organisation des Jeux Olympiques. Mais en Afrique, nous avons des problèmes de balance de paiement. Donc, vous ne pouvez pas aller analyser les problèmes d'endettement des pays qui ont des problèmes de balance à l'aune de leur PIB. On regarde plutôt le budget global de ces pays-là et voir s'ils ont la capacité, la soutenabilité de cette dette. Je vous prends un exemple simple.
le Cameroun, en termes de besoins pour l'endettement, avait prévu qu'on irait en termes de besoins pour le budget triennal 2026, 2027, 2028, demander 3 648 milliards d'endettement extérieur. Sauf que les bailleurs leur ont dit non, ce n'est pas possible. Ce qui est autorisé pour 3 ans, c'est 2 813 milliards. Donc on aura un écart de 835 milliards de francs CFA. Vous voyez que si c'était vrai, qu'on pouvait donc analyser notre capacité d'endettement à l'aune de notre pourcentage au PIB, les bailleurs ne se seraient pas opposés. Je vais même plus loin. Le besoin, ça, c'était les 3 648 milliards que le Cameroun sollicitait pour le 2026, 2027, 2028. C'était pour les budgets, comment dirais-je, les projets en cours. Mais si on allait au-delà des projets en cours, c'est-à-dire les futurs projets, les besoins seraient de l'ordre de 8 500 milliards de francs CFA. Donc voilà déjà le premier blocage. L'autre blocage, c'est les modèles, comme le modèle économique. Je vous prends un secteur, si vous voulez, les 2 secteurs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le capital physique et le capital humain. Premier blocage au niveau du capital physique. Ici, les économistes même normaux vous disent « Ah non, il faudrait améliorer le capital physique. » Mais je dis « Mais bon Dieu, les autres, ils analysent encore cette économie. C'est comme ça qu'ils enseignent même ça dans les facultés à nos étudiants, à l'aune de ce qui se fait à l'extérieur. Eux, ils peuvent décider, ils ont la technologie et les capitaux nécessaires. Donc, le ministre de l'économie là-bas peut dire l'année prochaine, comme nous avons des problèmes de route et tel, on augmente le budget du ministère des Travaux publics. Ici, chez nous, impossible. Vous comprenez un peu. Donc, vous ne pouvez pas dire on va améliorer le capital physique. Ce n'est pas possible comme ça de bouche. Vous avez besoin, vous, d'avoir des modèles économiques efficients qui sont adaptés aux ressources budgétaires limitées de l'État du Cameroun pour donc améliorer vos facteurs de production. Donc, par exemple, un modèle que je propose. Avant d'aller au repos, vous ne pouvez, tant que le Cameroun continuera à acheter le bitume, le fer à béton, le rail, le ciment, le sable et le gravier au prix actuel, même dans 50 ans, les blocages dont vous parleront persistent, le Cameroun ne sera jamais développé. Pareil, tant que le Cameroun continuera à passer les marchés publics sur tout l'étendue du territoire aux entreprises privées pour réaliser les infrastructures publiques de développement et réaliser tous les axes routiers en se faisant aider de temps en temps par le génie militaire, jamais le Cameroun ne sera développé. Dans la mesure où je vais vous faire une révélation, celle du maire de la ville de Yaoundé. À l'occasion de l'inauguration de la route d'Afanoyop, il avait fait une déclaration formidable, toute simple. Il avait dit, grâce au génie militaire, l'État du Cameroun a pu dégager d'énormes économies budgétaires. Sur le plan budgétaire et en gain de temps. Ça veut dire que voilà un modèle que si vous adoptez au Cameroun, vous décidez donc maintenant que pour améliorer votre capital physique dorénavant, notamment vos routes et les infrastructures publiques de développement, vous mettez des pôles d'engins, c'est-à-dire le type génie militaire, dans les 58 départements du Cameroun, non pas dans toutes les communes, parce que les engins s'achètent, des équipements s'achètent en devises. Le Cameroun n'aura jamais suffisamment de devises pour pouvoir acheter des équipements. Mais pour 58 pôles d'engins, on peut avoir un pôle d'engins par département et donner donc ces pôles d'engins de façon rotative pendant 30 à 45 jours chaque année à chaque municipalité dans le département pour désenclaver les bassins de production agricole, dégager les grands espaces agricoles pour les coopératives, mécaniser votre agriculture et goudronner vos routes dans tous nos quartiers de village en donnant un barème simple, 20 km de route par an pour chaque département, pour chaque pôle d'engin. C'est une des mesures qu'on peut inclure dans ce nouveau modèle économique. Exact. Pour ce désiré avoir le Cameroun, c'est plus de 40% du PIB de la CEMAC. Est-ce qu'il n'y a pas lieu tout de même de pouvoir espérer, s'il faut réviser la trajectoire, comment on peut la réviser? La trajectoire de développement? La trajectoire du développement pour pouvoir avoir une croissance économique inclusive, mais qui est aussi en ligne avec les ambitions et le potentiel du Cameroun. Oui, en fait, je ne comprends pas l'intervention de mon ami Eugène, mon ami Tonien sur la question, n'est-ce pas, de modélisation. Vous avez aussi taquiné l'université pour que on enseigne les modèles. Les modèles sont universels.
Je crois devoir vous dire que même quand j'ai relu le livre du président de la République pour le libéralisme communautaire, le dernier chapitre, il énonce un certain nombre de critères qui doivent conditionner, n'est-ce pas, le libéralisme communautaire. Il a parlé de l'entrepreneuriat, entreprendre, la liberté d'entreprendre. Il précise que cette liberté est bonne tant qu'elle ne conduit pas à l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y a la solidarité, il y a l'intervention d'un État stratège. Et surtout, le dernier critère qu'il a évoqué, c'est l'adaptation à nos réalités. L'adaptation à nos réalités. Je ne suis pas sûr que ce soit véritablement un problème de modèle. Vous pouvez avoir un beau modèle et vous n'êtes pas capable de l'appliquer. Il y a fondamentalement un problème de gouvernance parce que, au-delà de tout, quel modèle avons-nous pour savoir, par exemple, qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas l'eau? Est-ce qu'il faut un modèle? Il faut quelle simulation pour pouvoir l'analyser? Je crois qu'il y a une réalité de nos économies qui est telle que il faut intervenir. La grosse difficulté, de mon point de vue, c'est l'ampleur des besoins. Professeur, on va revenir sur cette question des besoins. Je vous propose de marquer une courte pause. Nous reprenons cette émission de l'African Newsroom juste après. Retour sur ce plateau de l'African Newsroom sur Africa 24 dans la deuxième et dernière partie de cette émission dédiée aux enjeux de diversification économique du Cameroun. Nous sommes toujours en compagnie de René Martin-Tonnier, économiste et mathématicien, et le professeur Désiré Avom, professeur d'économie et doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé 2. Messieurs, avant de poursuivre ce débat, je vous propose de suivre cet élément et on reprend le débat juste après. Liés au climat, à la dégradation des terres, au conflit homme-faune et à la pénurie d'eau, l'élevage au Cameroun reste dynamique, représentant 13% du PIB agricole et employant 30% de la population rurale selon la Banque mondiale. Il joue un rôle clé dans l'alimentation et les moyens de subsistance. Le pays dispose d'importantes ressources naturelles, mais la production animale reste insuffisante face à une demande en hausse portée par la croissance démographique, l'urbanisation et l'essor de la classe moyenne. L'agriculture se modernise, que l'agriculture s'industrialise et que l'agriculture répond aux attentes du gouvernement et des populations. Et vous le savez, nous n'importons plus du poulet ou des découpes de poulet. C'est grâce à cette agriculture, c'est grâce aux acteurs nationaux. En 2024, le ministre de l'Élevage, Dr Taïga, a inauguré à Yaoundé une usine de production d'aliments pour animaux dans le cadre de la stratégie d'import-substitution du Cameroun. Il a également encouragé l'investissement privé dans le secteur. Par ailleurs, le gouvernement investit plus de 273 milliards de francs CFA dans la génétique, la santé animale, l'alimentation, la transformation et la recherche. Un nouveau centre d'élevage à Wakwa, dans la région de l'Adamaoua, doit produire 500 doses de sémences et 300 embryons par an pour renforcer l'insémination artificielle sur 273 000 vaches. La politique d'import-substitution instituée par le chef de l'État est concrétisée à travers les actions des gouvernements et des populations et des acteurs. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il est très médiatisé pour rendre compte que les politiques publiques sont efficaces et qu'elles répondent effectivement aux attentes. L'inauguration de l'usine de production d'aliments pour animaux à Yaoundé constitue une avancée majeure pour l'agroalimentaire au Cameroun. Le pays d'Afrique centrale vise une production annuelle de 1,15 million de tonnes de lait d'ici 2035 dans le cadre d'une stratégie laitière de 305,7 milliards de francs CFA pour réduire les importations. Des équipements modernes ont été remis aux éleveurs et un partenariat de financement a été établi avec la Banque, selon le ministre de l'Élevage, Dr Taïga. Malgré une hausse de 2% en 2023, le gouvernement appelle à intensifier les investissements pour atteindre les objectifs.
Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Professeur Désiré Avom, tout à l'heure, vous sembliez indiquer que pour réaliser ses ambitions de croissance, le Cameroun n'avait pas forcément besoin d'un nouveau modèle économique, mais qu'on pouvait agir sur un certain nombre de leviers. Est-ce que vous pouvez les détailler, ces leviers? Merci. Le Cameroun a un document. Je suis convaincu que même si on doit refaire ce document, il ne fera pas l'unanimité. Il y a quand même eu des efforts qui ont été faits pour élaborer ce document. Le gros problème du Cameroun, c'est l'application de ce document. Et il y a beaucoup de projets qui sont réalisés dans différents ministères. Peut-être c'est là où se pose le problème, c'est-à-dire qu'on veut tellement rattraper le retard. Il y a une pression sociale qui fait qu'on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour bien mûrir nos projets, parce que la demande est forte. J'ai toujours dit les problèmes de développement du Cameroun et de plusieurs pays, c'est en fait l'urgence du court terme. C'est-à-dire le court terme nous presse. Et ce qui fait qu'il est difficile par la suite, n'est-ce pas, de se projeter dans le long terme. Parce que des gens ont des besoins vitaux, des besoins animaux qu'il faut absolument résoudre. Et ça fait qu'on a l'impression, généralement, que rien n'est fait. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets qui sont engagés pour essayer d'implémenter naturellement le projet qui est identifié dans la SND 30. Mais les préalables, il y a des préalables. Comme je vous dis, on a besoin des infrastructures. On a besoin, n'est-ce pas, de l'eau, de l'énergie. Je crois qu'il y a des investissements lourds qui ont été réalisés. Malheureusement, tous les Camerounais n'ont pas encore senti cet accès à l'électricité. On a besoin des infrastructures. Tout cela nécessite, n'est-ce pas, de gros moyens qui vont permettre justement au Cameroun de créer les conditions pour que le secteur privé, qui doit absolument accompagner, n'est-ce pas, la diversification de l'économie, soit en mesure de jouer pleinement son rôle. Donc, vous voyez que quand vous êtes à l'extérieur, j'essaie d'imaginer la difficulté du gouvernement, hein, que vous avez en face de vous des besoins, hein, que vous avez des urgences, vous avez des engagements internationaux à respecter, vous avez des salaires à payer, il faut construire les routes, il faut construire les engins, et tout cela, vous regardez les ressources que vous avez qui ne vous permettent pas. Et ajoutez à cela les problèmes de gouvernance, vous voyez que ça complique un peu la situation. Donc, de mon point de vue, il y a un modèle qui a été élaboré. Et si vous lisez le document qui a été produit par le GPE pour évaluer les programmes économiques des différents candidats, vous allez voir que c'est un travail très scientifique d'ailleurs, qui montre finalement que parmi les programmes qui ont été élaborés, le programme du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique, est un programme plus robuste parce qu'il dispose d'une certaine expérience, etc. Mais c'est justement la mise en œuvre de ce programme qui peut poser des problèmes à ce niveau. Le GPE, nous le rappelons, c'est le programme de gestion de la politique économique du Cameroun. René Martin-Tonnier, si on prend un domaine spécifique comme celui de l'élevage qu'on a vu dans ce sujet, selon les chiffres officiels, l'élevage, c'est 13% du produit intérieur brut issu de l'agriculture, 30% de la population rurale qui sont employés par le secteur de l'élevage. Comment on peut permettre à ce secteur de jouer un véritable rôle dans la politique d'impôt-substitution, notamment pour aider à la réduction de la facture des importations des produits alimentaires? Il n'y a pas de solution miracle. Il faut accroître la production locale. Et c'est là où je reviens donc au professeur Avom. Parce que lorsqu'on dit, le Cameroun a déjà un modèle, mais en même temps, il dit, nous avons les besoins. C'est même là le problème du Cameroun. C'est-à-dire, le problème du Cameroun est comparable à quelqu'un qui gagne 1 million de francs CFA en économie, nous parlons de revenus, mais qui a des problèmes de 50 millions de francs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez donc pas avoir le même modèle économique que quelqu'un qui gagne 50 millions. Quand vous gagnez 1 million, et vous avez besoin d'avoir un modèle économique qui est efficient, qui est en adéquation avec vos ressources budgétaires limitées. Je vous prends un cas. Je reviens sur le capital physique. Regardez la pierre et le sable seulement au Cameroun. Les Chinois viennent, trompent les paysans. On leur donne des concessions de pierre. Ils exploitent la pierre, revendent la même pierre à l'État à prix d'or
pour construire les salles de classe et les hôpitaux. Amène des suceuses de sable. Revendent le même sable à l'État. Pourquoi l'État n'équiperait-il pas les communes des suceuses de sable et des concasseuses mobiles de la pierre en gravier, c'est-à-dire en créant ce qu'on appelle les carrières municipales? Devrais-je vous rappeler que jusqu'à présent, dans les pays occidentaux, notamment en France, la pierre et le sable sont exploités par les communes qui donnent des concessions à des privés. Et quand la commune veut réaliser elle-même des routes, va auprès, n'achète pas le sable et la pierre au même prix que vous et moi. Pourquoi on ne peut pas implémenter un tel modèle au Cameroun? C'est-à-dire en équipant les communes de suceuses de sable, de concasseuses mobiles de la pierre en gravier, et que quand vous et moi nous voulons construire des maisons, on achète au prix normal sur le marché, mais quand l'État, ça permet donc à ces structures-là de garantir leur budget de fonctionnement et de faire c'est-à-dire d'amener un phénomène d'éviction, de sortir toutes les entreprises privées, les Chinois y compris, de l'exploitation et de la vente de la pierre et du sable au Cameroun, pour que nos structures, nos communes aient suffisamment un bon budget de fonctionnement. Nous solliciterons donc les subventions de l'État. Et quand l'État, lui, il veut construire sa classe, on lui donne gratuitement cette pierre et le sable. Ce n'est pas fini. Un autre modèle, au niveau du bitume. Actuellement, il y a un débat où j'ai participé à certaines réunions, où l'État du Cameroun voudrait plutôt passer à la réhabilitation de la Sonara. Moi, je m'y oppose. Nous devons passer plutôt à l'extension de la Sonara. Surtout que c'est les mêmes budgets. Je suis impliqué à fond dans ces dossiers. Parce que quand vous passez à l'extension de la Sonara, qu'est-ce que ça vous donne comme possibilité? Ça vous donne la possibilité de raffiner enfin votre pétrole lourd. Parce que le Cameroun a un pétrole lourd. Aujourd'hui, même quand la Sonara fonctionne, nous importons du pétrole. Parce que la raffinerie qu'on nous a faite, et que le président Idjo a découverte en 1978, c'est que c'était une raffinerie qui ne raffinait pas notre pétrole. Donc, les autres raffinent notre pétrole, notre propre pétrole, et on va réacheter le bitume chez eux. C'est les déchets de notre pétrole lourd. Et actuellement, on veut passer plutôt à la réhabilitation. Moi, je dis non. Et je m'y oppose. J'y suis. En disant, faites plutôt l'extension, surtout que c'est les mêmes coûts en termes d'endettement pour faire l'extension. Voilà pourquoi on ne ferait pas ça. Mais professeur, est-ce qu'on ne peut pas vraiment espérer, parce que vous parlez de la Sonara pour nos téléspectateurs. La Sonara, c'est la Société nationale de raffinage, qui est une entreprise publique. Il y a une autre entreprise publique, la Société nationale des hydrocarbures, qui envisage de créer une raffinerie à Kribi pour pouvoir raffiner une partie du pétrole produit au Cameroun. Et il y a également des projets de production de bitume ici au Cameroun qui sont en train de se mettre en place. Tout à fait. Donc, je vais dire, on peut penser que l'espoir n'est pas perdu parce qu'il y a des gens qui essayent de bouger les lignes. Oui, je suis malheureusement, les gens essaient de tirer sur ce projet à Kribi. Je suis l'un de ceux qui pensent que au moins, voilà quelque chose qui est en train d'être fait. Enfin, on pourra avoir des déchets de pétrole lourd, mais ce n'est pas suffisant. Les déchets de pétrole ne représentent que la matière première du bitume. Ça veut dire que vous avez besoin d'aller chercher à l'étranger, signer des PPP avec des entreprises qui viennent ici sur place, qui vous transforment donc les déchets de pétrole lourd en bitume, et on peut donc dupliquer un autre modèle là-dessus. C'est-à-dire que l'État, quand vous et moi, on peut donc vendre ce bitume à l'étranger, au Tchad, partout, vous voyez. Mais l'État, quand l'État veut le bitume, on lui donne gratuitement, c'est-à-dire par un système de troc à l'ancienne. Bitume, déchets de pétrole lourd contre bitume. Pareil pour le ciment. Nous avons le clinker au Nord Cameroun. Et le calcaire. Avec les entreprises qui existent sur place, l'État peut toujours faire un système de troc, c'est-à-dire un PPP avec ces entreprises, en leur donnant gratuitement le clinker et le calcaire. Et contre le clinker et le calcaire, on donne à l'État le ciment de développement. Pareil pour le fer. Là, on en a en abondance. Mbalam et autres. Vous en parliez tout à l'heure dans un élément. Donc l'État peut donner toujours un système de troc à l'ancienne par un PPP aux entreprises qui existent déjà sur place. Celles qui ne savent pas faire du rail, on peut leur faire l'extension ou faire venir d'autres au Cameroun. C'est important ce que je suis en train de dire. S'il y a un PPP, pour que l'État du Cameroun obtienne donc du rail et du fer à béton gratuitement contre le fer brut. Voilà les modèles qu'on peut mettre en place pour développer le Cameroun. Et ça permettra quoi? Ça permettra de distinguer les matériaux prioritaires de construction de développement qui seront produits à faible prix de revient aux matériaux prioritaires de construction grand public pour vous et moi. Vous avez compris? Professeur,
Oui, il essaie du moins, il démontre qu'avec un certain nombre de projets qui sont lancés dans différents ministères, on risque de rester toujours dans une sorte de dépendance. On a vu un sujet sur le développement du secteur minier au Cameroun. Est-ce qu'on ne court pas effectivement le risque de rester dans une économie extravertie sans changer de façon fondamentale le modèle économique pour revenir à son terme? Oui, mais en fait, je ne sais pas quel risque on court. Quand même, les gens qui prennent ces décisions sont quand même réfléchis. Je ne peux pas faire injure à tout le gouvernement qui ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Le plus souvent, quand vous êtes en contact avec des négociateurs, vous vous rendez compte qu'en face aussi, il y a des bailleurs, il y a des partenaires qui viennent non pas pour nos beaux yeux, non pas pour nous faire forcément du bien. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir pour pouvoir signer les contrats. Moi, je crois que les choses se font. Les choses se font. Quand je regarde le nombre de voyages que le Premier ministre a effectués au cours de ces 2 dernières semaines pour inaugurer, pour ouvrir, avec des perspectives d'emploi, avec des perspectives, n'est-ce pas, de transformation. Moi, je reste très honnêtement optimiste pour dire que, par exemple, en ce qui concerne le ciment, aujourd'hui, le prix du ciment, j'ai entendu dire qu'il est élevé. On a donné des raisons pour lesquelles le prix du ciment est élevé. Peut-être ça peut être une sorte, n'est-ce pas, comment dirais-je, d'entente entre les producteurs. Mais le gouvernement, de mon point de vue, avec l'inauguration de cette usine de Kenkel, que c'était à l'extrême nord, ça permet, n'est-ce pas, d'avoir cette matière première qui va accroître, n'est-ce pas, la production. Et si la production est en abondance, on peut non seulement satisfaire le marché, mais en plus vendre à l'étranger, mais sans même que la production de ciment aujourd'hui n'est pas totalement absorbée par le marché local, parce qu'il y a un supplément qui va aller à l'étranger. Donc, il y aura toujours débat sur les questions de modèle, sur les choix de telles variables, etc. Moi, je ne suis pas dans les négociations qui aboutissent à la conclusion de ces accords. Je crois qu'il y a quand même des gens réfléchis qui ont un intérêt pour le Cameroun et qui font des choix qui, à ce moment-là, ce sont des choix rationnels. En économie, on fait un choix rationnel parce que vous avez toute l'information. Et si nous avons toute l'information, je crois qu'on peut prendre les mêmes décisions. Mais cette décision peut s'avérer peut-être pas pertinente 2 ou 3 jours après parce que les choses ont changé. Mais au moment où les gens prennent des décisions, il y a toujours cette volonté de bien faire. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à percevoir les effets. Et ça donne l'impression qu'à la vérité, rien n'est fait. Parce qu'il y a énormément de besoins. C'est-à-dire que pour amener à bout un projet comme celui, par exemple, de la transformation de nos hydrocarbures, là, ça peut absorber même tout le budget du Cameroun. Donc, est-ce que nous serons à mesure, n'est-ce pas, de prendre une bonne partie du budget du Cameroun pour la réalisation d'un projet, alors qu'au même moment, on a des besoins des hôpitaux, on a des besoins d'éducation, on a des besoins de routes. Donc, vraiment, le choix, n'est-ce pas, de par où commencer dans les investissements est un choix difficile. D'autant plus que nous sommes sortis de 20-25 ans d'ajustement structurel et on a pris beaucoup de retard. Et donc la volonté du gouvernement à un moment donné, lorsque les perspectives de croissance sont venues, a voulu essayer de rattraper beaucoup de choses. Et ça donne l'impression que rien n'est fait. Moi, je crois que les choses sont faites. On peut les critiquer. C'est pas fait comme nous souhaitons, mais il y a quand même des choses qui se font, qui peuvent, si au moins ces projets allaient à terme, peuvent permettre à ce que nous puissions améliorer certains secteurs qui peuvent amplifier, peuvent jouer le rôle d'accélérateur, d'amplificateur dans d'autres secteurs d'activité. Martin Tonnier, vous vouliez réagir? Oui, je ne peux pas être d'accord avec ce que dit le professeur parlant pour les hydrocarbures transformés. Non, je lui dis exactement, il faut 400 milliards. C'est ce que nous sommes en train de vouloir actuellement. Je dis, je suis impliqué dans ces dossiers. Au quotidien, c'est mon job. Vous pensez qu'à 100 milliards, c'est pas beaucoup? Le choix donc que le Cameroun est en train de faire, c'est de faire la réhabilitation avec les 400 milliards, professeur. Alors qu'en réalité, nous devons plus se passer à l'extension. Parce que si on fait la réhabilitation, c'est exactement le statu quo ex ante. C'est-à-dire que nous allons continuer à raffiner
le pétrole acheté de l'extérieur. Vous voyez un peu. La réhabilitation, ça ne va pas se faire avec les technologies de 1978. Si on réhabilite, ça veut dire qu'on prend quand même, si vous voulez réhabiliter ce studio, je crois que vous allez quand même le réhabiliter en intégrant la technologie actuelle. Et ça, en l'intégrant, donc, je vous dis que c'est 400 milliards. Pareil pour l'extension aujourd'hui. C'est 400 milliards. Est-ce qu'on est en sans réhabiliter puisque la Sonara avait subi un incendie? Oui, en fait, c'est une question de sémantique quand vous venez. Mais nous, quand on parle de réhabilitation, c'est-à-dire une chaise, comme vous avez votre caméra, je la réhabilite, elle a des problèmes, je mets à peu près les mêmes supports. Mais quand je passe à l'extension, la caméra va faire autre chose que ce qu'elle faisait avant. C'est ça l'extension. C'est-à-dire l'extension, on réhabilite d'abord, si vous voulez, pour le produit sémantique. Mais ici, il faut établir un distinguo dans ce domaine entre la réhabilitation et l'extension. L'État avec un projet, et un hydrocracker à la Sonara, oui, pour pouvoir raffiner le pétrole. C'était même ça le premier projet. Donc je ne comprends pas que à 180 à l'heure, l'État a reculé. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. C'était ça l'idéal, quand la Sonara, je peux même pas révéler où la Sonara a brûlé. Moi, je crois qu'il y a une main criminelle derrière l'extérieur, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Ceux qui savent lire entre les lignes comprendront. Est-ce qu'on ne dit pas ça au problème de gouvernance dont vous avez aussi parlé? Fondamentalement, c'est un problème de gouvernance. Quel que soit le modèle, M. Tonnier, quel que soit le modèle que vous avez, vous pouvez imaginer un modèle. Si vous n'avez pas les gens qui puissent animer ce modèle, la question de gouvernance, on est d'accord avec les chiffres que vous donnez, on est d'accord avec les gaspillages que nous observons, on condamne tout cela. Donc, c'est vrai, il faut un modèle. Moi, je dis, ce qui est fait aujourd'hui, c'est le modèle. C'est le modèle, mais le gros problème, quand vous allez observer, vous allez vous rendre compte qu'il n'est même pas appliqué. Donc, il y a un problème fondamental de gouvernance qui est décrié par le chef de l'État. Il faut peut-être aller dans ce sens, que les gens soient patriotes, que les gens comprennent qu'ils ont le destin du Cameroun à main à chaque fois qu'ils prennent une décision, que c'est l'avenir du Cameroun. Et que nous sommes tous des mortels. D'ici 10, 20, 25 ans, on ne parlera plus de nous, mais le Cameroun restera. Donc, il faut qu'on ait ce souci. C'est-à-dire que quand on parle de nous, qu'on se dise que c'était moi qui étais à l'origine, par exemple, de l'extension de la Sonara, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, quel que soit le modèle que nous allons adopter, parce qu'à la fin, c'est un problème de gouvernance. René Martin Tonnier, on va aborder rapidement, en 2 minutes, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour cette émission, le secteur informel du Cameroun représente plus de 70% de l'économie. Bon, les chiffres peuvent varier. Comment on fait pour mieux l'intégrer dans le circuit officiel? Dans tous les pays du monde, quand vous voulez intégrer le secteur informel, il faut des mesures incitatives, fiscales. Il n'y a pas de magie là-dessus. L'homo economicus, c'est du point de vue de la rationalité de l'homo economicus. Quand vous montrez à quelqu'un qu'il a intérêt à rentrer dans un secteur qui n'échappe pas à la comptabilité nationale, mais il y rentre si ses intérêts sont garantis. Et pour un commerçant, pour quelqu'un qui est dans l'informel, c'est de lui dire, vos impôts, voilà les mesures incitatives fiscales. Mais ce n'est pas ce qui est important. Parce que moi, je vais même vous révéler un truc, contrairement les économistes, ce qui rend même l'économie camerounaise, c'est même ce secteur informel, entre autres, qui nous rend résilients. Vous comprenez un peu, bien qu'un secteur informel sans cesse croissant, en théorie économique, on va vers la négation d'une économie. Mais dans le cas du Cameroun, je vous dis, c'est ça qui nous rend. Mais s'il vous plaît, c'est important au niveau de l'île. Vous avez le professeur parler de l'État stratège. Quand vous m'entendiez parler des incantations chez nous, j'ai fait un article à Cameroun Tribune là-dessus, qui a été extrêmement apprécié, l'État stratège et l'industrialisation. Oui, en 30 secondes. Quand on parle d'État stratège, en réalité, moi, ce que ça veut dire, c'est la ruse. Un État stratège doit être rusé, surtout dans une économie ouverte. Parce que l'industrialisation, c'est dans une économie ouverte. J'entends les gens disent, il faut le transférer. La technologie ne se transfère pas, mon cher ami. La technologie se copie. Et j'ai proposé ce qu'il faut faire pour pouvoir copier la technologie. En proposant la délocalisation industrielle indirecte. C'est quoi la délocalisation industrielle indirecte? Parce que les Occidentaux sont des gens mus par le sens de leurs intérêts. Ils prennent les matières premières ici, ils vont en Chine.
pour ce que nous savons, comment les entreprises d'Asie du Sud-Est ont réussi à les tromper, ils vont faire produire là-bas à moindre coût. Donc, moi, je leur ai proposé un truc simple. Vous ne pouvez pas délocaliser directement de chez vous à chez nous. Mais c'est très simple. Prenez vos entreprises occidentales et les chaînes de valeur qui y sont, éclatez-les. Venez, donc qui absorbent les matières premières qui viennent d'Afrique. Amenez-les en Afrique, notamment au Cameroun, qui a une position géographique très intéressante. Hein? Ça vous réduira les coûts de transport. Et au final, vous gagnerez beaucoup d'argent en exportant ces produits et en Europe et en Afrique, pas en Asie, compte tenu de la taille du marché de l'Asie. Donc voilà la stratégie, pas de bouche. Or, chez nous, on fait des incantations, on ne met rien. C'est bien compris, René Martin Tonnier, professeur Désiré Avom. Qu'est-ce qu'on fait pour... En fait, déjà, il faut savoir, qu'est-ce que la technologie? La technologie, en fait, c'est vraiment une réponse aux problèmes que nous rencontrons. C'est-à-dire que si nous restons ici pendant 2 jours, 3 jours, on va inventer les attitudes, les méthodes pour nous permettre de survivre. Bon, si nous nous contentons d'aller prendre la technologie qui a été conçue pour répondre aux problèmes spécifiques de ces sociétés-là, sans nous en approprier pour extraire ce qui nous permet, n'est-ce pas, d'avancer, on sera toujours en retard parce qu'on sera toujours à la course pour cette technologie. On parle de l'intelligence artificielle, je vais revenir sur votre question. On parle de l'intelligence artificielle, tout le monde s'en approprie. L'intelligence artificielle correspond au niveau de développement des pays développés aujourd'hui. Ça fait beaucoup de choses, ça c'est vrai. Mais j'aimerais savoir quel est le pourcentage des individus qui peuvent vraiment manipuler, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle. Donc, pour revenir au secteur informel, 30 secondes. En 30 secondes, c'est le bâton et la carotte. Tonnier l'a dit, il faut des incitations. Quand vous étudiez, par exemple, le secteur informel dans certains pays, vous allez vous rendre compte que les grands industriels, les Microsoft, ils ont commencé par le secteur informel. Et puis, ils ont été accompagnés. Et là encore, ce n'est peut-être pas perceptible, on n'a peut-être pas les résultats que nous souhaitons, mais le ministère des petites et moyennes entreprises, l'agence nationale qui accompagne, il y a beaucoup de structures qui accompagnent en fait les acteurs du secteur informel pour que ces producteurs se développent. Mais il y a des contraintes fortes. Quand vous regardez, 90%, ce sont des chefs de famille qui n'ont à peine le CPE ou le brevet. Vous voyez que le travail devient extrêmement difficile. C'est extrêmement complexe. Les problèmes économiques, surtout dans le contexte qui est le nôtre, qui font que chacun essaye, selon sa vision, selon sa position, peut apprécier ou peut ne pas apprécier. Mais il y a des choses qui, de mon point de vue, avancent. Nous aurions aimé que ces choses avancent mieux et qu'il y ait une convergence de vues quand s'il y a des intérêts du Cameroun en jeu, et que ceux qui sont autour de la table, au lieu de se diviser, essaient de voir ce qui est bien pour le Cameroun et adoptent cela pour que notre économie puisse avancer et notre pays également. C'est un chantier vaste que nous ne pouvons malheureusement épuiser dans cette émission. C'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée aux enjeux de diversification de l'économie camerounaise. Nous remercions René Martin Tonnier, économiste, mathématicien, secrétaire permanent du programme de croissance et de développement économique du Cameroun. Nous remercions également le professeur Désiré Avom, enseignant d'économie, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé 2. Merci, messieurs, d'avoir honoré l'invitation d'Africa 24. Moi qui vous remercie. Je vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale sur les enjeux qui structurent l'avenir du Cameroun. Bonne suite des programmes sur Africa 24.